Bonjour. Donc le webinaire va démarrer, démarre maintenant. En fait, il est 3 heures heure française. Donc pour information, on fait des webinaires en anglais et en français. Donc si vous parlez anglais, vous comprenez tout de même un petit peu le français, vous pouvez revenir dans 1 heure pour la version anglaise. Donc qui sera la même présentation, juste dans la langue de Shakespeare. Loïc Castel, je suis le manager de l'équipe qui réalise tests d'intrusion, réponse à incidents, audit de sécurité chez SSL 24/7. Je vais être avec vous pour ce webinaire pour à peu près une durée de 20 minutes, 25 minutes, ça va dépendre du temps que prennent les démonstrations. Donc, du coup, il y aura des démonstrations à la fin de la présentation. Donc, je vais juste vérifier que le son est bon. Ça a l'air. Is the sound good? Yeah, okay. Perfect. Donc, pour les présentations, le Castel, hein, voilà l'équipe que gère maintenant, composée de 15 ingénieurs, alors qui font plus uniquement de tests d'intrusion, mais plein d'autres choses, de la réponse incident, et du coup du Red Team. Donc j'ai eu l'occasion moi-même de faire pas mal de Red Team dans ma carrière. Donc là, je vais vous faire un petit mix dans cette présentation des explications de la méthodologie, comment ça fonctionne, pourquoi le Red Team, hein, pourquoi il y a des clients qui nous demandent de faire ça, pourquoi c'est des choses qui sont faites dans la vie réelle, et quelques petits retours d'expérience sur comment ça s'est passé, sans donner bien évidemment trop de détails, parce qu'on parle de choses un petit peu confidentielles, mais voilà, quelques exemples, quelques cas d'école qu'on a pu rencontrer. Donc, petite introduction. Tout d'abord, voilà, on parle de pentest, on parle de test d'intrusion et on parle de red team. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un test d'intrusion? C'est un sujet à part entière. Est-ce que c'est des scans de vulnérabilité, une évaluation de vulnérabilité, un test d'intrusion avec de l'exploitation? Il y a toujours ces petites nuances à avoir. Alors moi, je vais vous donner ma vision des choses, hein. Pour moi, un test d'intrusion, c'est vraiment une simulation réaliste d'une attaque sur un périmètre donné, hein. Ça peut être depuis Internet vers un range d'IP, ça peut être en interne, on branche son laptop et ensuite on voit ce qu'on peut faire en simulant quelqu'un qui soit introduit physiquement dans les locaux ou qui ait compromis une machine. Voilà, le but, c'est de faire une simulation réaliste, d'aller jusqu'au bout, hein, d'exploiter des choses, de faire du mouvement, de voir jusqu'où on est capable d'aller pour obtenir à la fin une liste de risques réels, pragmatiques, ce qui permet, plutôt que d'avoir une liste de vulnérabilités en face, on a une liste de risques. Voilà, on a pu accéder à telle data. Le test externe a permis de rentrer sur le réseau interne et d'obtenir telle ou telle chose. L'application, on a pu récupérer des données de notre utilisateur. Voilà, ça permet d'atteindre ça, un test d'intrusion. Donc, à l'opposé de scan de vulnérabilité, par exemple, qui vont juste vous permettre d'obtenir une liste de choses, de trouvailles, de vulnérabilités qui ont été identifiées. Le Red Team, de mon avis, va un cran plus loin dans le sens où le test d'intrusion est limité à un périmètre, à une certaine méthodologie. Vous allez avoir un test d'intrusion web, test d'intrusion Wi-Fi sur la partie Wi-Fi. Le Red Team, c'est un ensemble de tout ça. C'est en fait un ensemble de tests d'intrusion, mais réalisé de manière pragmatique. C'est-à-dire, on va pas se dire on prend 5 jours sur la partie externe, on prend 15 jours sur la partie interne avec le Wi-Fi, etc. On va plutôt se dire, on va tenter plusieurs approches, on va s'offrir plusieurs moyens de tester la sécurité d'une organisation dans son ensemble. Ça peut être une sous-organisation, une filiale, n'importe quoi. Plutôt que de définir un périmètre et de définir un moyen d'action, comment dire, un périmètre de travail, on va définir une liste de trophées, donc des choses, des données, des accès, des objectifs que on est censé atteindre, et que forcément ce serait le worst case scénario pour nos clients qu'un attaquant les obtienne. Et le but, c'est de diriger tout un tas de services pour obtenir ça. Donc, on va avoir bien évidemment, on va avoir plusieurs scénarios, hein. Donc,
déjà, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va faire cette partie OSINT, cette partie découverte. Donc, chaque partie, là, tous ces scénarios vont être présentés ensuite dans le reste de la présentation. Donc, on a cette partie découverte d'informations, essayer de trouver des choses, des informations qui pourraient être utiles à un attaquant qui vise l'organisation qui est testée. Ensuite, on va tester d'entrée par des accès externes, donc tout ce qui va être exposé sur Internet. Maintenant, on voit de plus en plus d'architecture hybride entre on-premise, donc sur site, hébergé dans des data centers sur site, et dans le cloud. Donc, tout va être visé. On peut très bien obtenir des informations très sensibles sur des architectures qui sont dans le cloud, comme obtenir des informations qui ne seront pas utiles pour un attaquant par la suite. Ensuite, bah, il peut y avoir d'autres scénarios hein, qu'on va pas forcément évoquer aujourd'hui, mais ça peut très bien être, par exemple, attaquer des partenaires avec leur autorisation, bien sûr, des partenaires qui ont des accès, qui ont des tunnels vers la cible finale, et donc passer par des voies alternatives pour rentrer sur la cible finale. Ensuite, ce qu'on va souvent voir en Red Team, ce sera l'utilisation du pentest physique, de l'intrusion physique. Et cette partie-là, elle est importante parce que si la partie externe n'a pas permis d'obtenir ce qu'on voulait, bah là, on passe à la vitesse suivante. On essaye de rentrer dans les locaux. Ça peut être, alors ce ne sera pas forcément le HQ, le bâtiment principal, mais ça peut être des bâtiments annexes, tant qu'il y a une connectivité au réseau, tant qu'il y a des informations qui nous intéressent là-bas. Et donc, voilà, l'accès physique. Une fois qu'on est rentré, on essaie de persister de notre accès, c'est-à-dire on peut être présent pour 10 minutes et derrière obtenir des accès qui nous intéressent et partir. Mais donc, on veut persister, on va avoir un accès plus long parce que forcément, faire une intrusion en 10 minutes, c'est pas évident. Donc, il nous faut quelque chose de plus costaud. Donc, ça, c'est la partie persistance qu'on évoquera après. Une fois qu'on est sur le réseau interne, on élève nos privilèges, on bouge sur les réseaux qui nous intéressent, sur les actions, peut-être sur des réseaux d'administration, sur des bastions, pour être là où on veut être. Et ensuite, une fois on est là où on veut, qu'on a les privilèges qu'on veut, on récupère la formation voulue, les trophées, et on exfiltre. Voilà. Donc, vous avez peut-être reconnu cette chaîne là ici. Ça ressemble beaucoup à la chaîne d'attaque d'un APT, un Advanced Persistent Threat. Et c'est exactement ce qu'un Red Team cherche à simuler. Ça cherche à simuler des attaquants motivés, professionnels, qui sont capables du coup d'utiliser des choses, de le faire de manière surtout une notion qui est importante en Red Team, c'est la discrétion, qu'on n'aura pas toujours en test d'intrusion. Là, le but, ça va être de tester du coup les systèmes de détection pour voir s'ils sont capables de détecter les attaques. Donc, on a cette phase de découverte. Donc, la phase de découverte, elle est basée, donc ça s'appelle aussi OSINT, elle est basée sur plein de choses. Donc, on peut commencer par les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, LinkedIn va vous donner beaucoup d'informations intéressantes, notamment sur la liste des employés. Donc, on va pouvoir avoir l'organisme qu'on vise et donc les employés qu'on vise. Il peut y avoir des technologies dans le CV, dans les expériences des personnes, donc pour savoir qu'est-ce qu'on va viser, etc. Facebook, c'est pareil, on va pouvoir savoir quand les employés qu'on a trouvés sur LinkedIn partent en vacances. On peut obtenir des informations pour avoir des prétextes pour faciliter notre intrusion physique. Tout autre réseau social peut nous être utile. En tous les cas, pour obtenir à la fin une sorte d'organigramme assez complet sur l'organisme qu'on vise. Voilà. On va essayer d'obtenir des informations sur la société, hein, donc voilà, avec différents services, société.com, etc. La taille, on va peut-être trouver des bâtiments annexes. Il arrive qu'on fasse des simulations Red Team où on a zéro information sur l'organisme non vide, donc on est obligé de les récupérer par nous-mêmes. On a Google, hein, les moteurs de recherche qui sont toujours d'une aide cruciale parce qu'ils vont nous permettre de déterminer la surface d'attaque finalement, la surface d'attaque. Donc là par exemple un Google Doc, c'est des lignes typiques qu'on va taper sur Google qui nous permettent d'obtenir un certain type d'informations. Là par exemple on va récupérer tous les documents PDF liées à SSL 24/7. Donc, on peut, par exemple, trouver là des informations sensibles. Je pense aussi à quelque chose. Si vous avez des questions
n'attendez pas la fin pour les poser, mais posez-les dans la petite partie chat, la petite partie questions que vous avez dans GoToWebinar. Et donc, je vais les lire à la fin et on pourra les évoquer. Voilà, tous les services de Google, Google Maps, YouTube, on va pouvoir avoir des informations. Alors, on peut imaginer regarder des vidéos de présentation et la voir. Ah oui, tiens, là, il y a une entrée. Là, on peut avoir des photos de l'intérieur de ce qu'on va tester pour nous aider sur la partie intrusion physique. Et Google Maps, bah, bien évidemment, Google Street View, c'est très, très pratique s'il y a des images pour trouver des entrées auxiliaires sans avoir même à se déplacer. Voilà, bien évidemment, on va utiliser les bases de mots de passe, trouver des informations, trouver des mots de passe qu'on va pouvoir tester sur les interfaces d'authentification et peut-être réussir par ce moyen à déjà obtenir des accès sur certains comptes. Bon, une fois qu'on a récupéré toutes les informations, bah, on a déterminé un périmètre. On a trouvé, par exemple, via les WIS, le DNS, via Google, tout un tas de sites web, tout un tas de serveurs VPN, FTP qui correspondent à ce qu'on cherche. On les a un petit peu cartographiés. On a vu que ça passe par tel serveur avec tel équipement de sécurité. Et là, du coup, on s'attaque à la partie intrusion sur les services externes. Donc, la partie externe. Donc ça, c'est les services qui permettent notamment, là, ce que je disais, de trouver des noms de domaine. Donc là, énumérer les services via le DNS, on va trouver par exemple peut-être des sites qui sont pas voués, enfin qui sont publiés, qui sont présents sur Internet, mais qui sont pas amenés à être normalement accessibles et qui vont peut-être être une porte d'entrée pour l'attaquant, donc une porte d'entrée pour nous lors de cette simulation. Le phishing, ça fait partie aussi intégrante du Red Team parce que c'est un moyen de rentrer sur le réseau interne depuis l'externe, sans même avoir à se mouiller, sans même avoir à faire quelque chose. Donc là, on va vraiment répliquer ce que font les attaquants, soit envoyer des pièces jointes, envoyer un lien vers, je sais pas, ça peut être un faux GoToWebinar, un faux GoToMeeting. Ça va vous allez avoir l'impression de lancer votre client, et puis en fait, c'est un client qui est contrôlé par un attaquant ou contrôlé par nous, ce qui va nous permettre de prendre le contrôle de votre machine. L'approche point d'eau sur le phishing aussi, hein, qui a déjà été évoquée dans des webinaires précédents, qui consiste à faire des faux sites et à récupérer par exemple des identifiants Office 65 ou Active Directory, bah, elle fonctionne aussi parce qu'elle nous permet de récupérer des comptes qui vont être utilisés après. Ou des informations. On a accès à une boîte mail. L'accès à la boîte mail soit permet de lancer des macros, de lancer quelque chose sur le client Outlook de la victime, soit juste d'obtenir simplement des informations. Des fois, il y a des mots de passe qui se baladent. Des fois, il y a des informations cruciales qui vont nous permettre une intrusion physique. Ça peut être plein de choses. Et c'est ça tout l'intérêt du Red Team. C'est vraiment de cumuler, de corréler chaque information identifiée pour en faire quelque chose d'utile et pour atteindre ses objectifs. Et donc après, on part une fois qu'on a identifié la zone à attaquer, la surface, on part sur un test d'intrusion. Hein, on va trouver des vulnérabilités sur tous les services et essayer d'avancer là. Donc trouver peut-être un service qui va nous permettre de prendre le contrôle d'un serveur. Ce serveur va nous permettre, sur ce serveur, on va un peu se balader, on va trouver des fichiers qui vont nous permettre d'aller plus loin et surtout d'utiliser le fait qu'il soit sur un réseau interne, donc peut-être dans une DMZ, une zone un peu isolée pour segmenter le réseau interne d'Internet. Mais des fois, l'isolation n'est pas parfaite et ça peut nous permettre de rentrer sur autre chose. Donc voilà. Donc là, mettons qu'on soit dans un cas typique, on fait le test externe, on fait le phishing, il n'y a rien qui a fonctionné, ou peut-être pour X raison, on n'a pas fait de phishing, ou on a obtenu des informations, mais pas de point d'entrée. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la partie physique. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Donc déjà, quand on fait le test physique, on fait une phase de préparation. On valide que on imagine des scénarios pour rentrer. Hein. Ça peut être des scénarios, donc je vais les évoquer après. Hein. Ça peut être des scénarios très simples, hein, mais ça peut être aussi des scénarios un petit peu évolués, prétexte d'un entretien, prétexte d'un vrai rendez-vous commercial pour arriver. Enfin, il peut y avoir plein de choses, des déguisements, plein de moyens pour entrer sur le test physique. C'est vraiment de l'ingénierie sociale, essayer de leurrer l'humain pour trouver un moyen de rentrer là où on veut rentrer. Et il faut préparer son matériel. Donc, sur la partie Wi-Fi, bien évidemment,
c'est quelque chose qu'on teste, parce que pourquoi pas, si on peut rentrer par le Wi-Fi, on n'aura même pas à faire d'intrusion physique. Donc là, on prend des grosses antennes, on prend le matériel nécessaire pour avoir quelque chose de fonctionnel. Là, ce que vous voyez ici, c'est un Crazy PA, donc ça permet de faire c'est un petit composant qui est sur la même fréquence que les dongles Logitech. Donc là, je ferai une petite démo à la fin qui vous montrera ce qu'on peut faire avec. Et c'est intéressant parce que là, on n'a même pas besoin d'être dans les locaux, on a juste besoin d'être à côté. Et on peut déjà faire des choses. Ça, je vous expliquerai après. Ensuite, il faut rentrer, hein, donc il faut rentrer dans les locaux. Donc là, on peut imaginer du lockpicking. Alors après, bien évidemment, quand on fait du Red Team, on est obligé de se fixer certaines limites. Le lockpicking, ça laisse des traces, ça peut casser des choses, ça peut casser des serrures. Si on se fait détecter, on n'aura pas forcément la même réaction de l'autre côté, donc par la personne qui est détectée, on pourrait imaginer d'aller en garde à vue ou des choses comme ça, donc ça peut être exclu. Pareil, tout ce qui va être hors horaire travaillé, ça peut être exclu aussi, parce que là, ça revient à tester la sécurité physique et pas vraiment l'humain, mais c'est des choses imaginables, hein, c'est des choses qui ont déjà été faites. Mais là, ce que vous voyez là, Odor, donc pour les fans de Game of Thrones, Odor, un spoiler qui veut dire hold the door. Bah voilà, la méthode hold the door, elle fonctionne très bien. C'est-à-dire passer derrière quelqu'un, tenir le tourniquet, j'ai oublié, je suis pressé, j'ai mon téléphone, j'ai oublié mon badge, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Et c'est ce qui marche la plupart du temps. Alors bien évidemment, quand on va dans des environnements un petit peu matures, avec voilà, plusieurs couches de sécurité physique, bon, la méthode Odor, elle ne fonctionnera pas. Si vous avez un vrai tourniquet qui permet de laisser passer qu'une seule personne complet à la taille, là, c'est des choses qui ne fonctionneront pas. Donc, il faudra vraiment s'adapter à la cible. Après, encore une fois, hein, on n'est pas toujours obligé de passer par le bâtiment principal. On peut passer par des bâtiments annexes qui ont pour le coup un peu moins d'un niveau de sécurité un peu baissé parce qu'on a l'impression qu'ils gèrent moins de données sensibles, mais tant que ça nous permet de rentrer sur le réseau interne, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, après voilà, les prétextes, hein, il peut y en avoir plein. On peut mettre des gilets jaunes, on peut mettre des casques, voilà, si on est dans l'environnement industriel, pour passer plus simplement. Une fois qu'on est rentré, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, alors attendez, je vais bien trouver. On peut utiliser des petits outils comme ça. Donc là, ça, c'est un LAN Turtle. C'est aussi ce que vous voyez sur la photo. Et un LAN Turtle, à côté, c'est un petit NUC. Donc, c'est des mini PC. On peut imaginer des Raspberry Pi ou tout un tas, tout ce qui va pas prendre de place, en fait, des ordinateurs qui ne vont pas prendre de place. Et là, par exemple, LAN Turtle, c'est un très bon exemple. Alors, pour info, ça coûte pas cher. Hein, ça coûte moins de $100, un peu moins de 100 euros. Et ça permet de se connecter, enfin de créer un pont finalement entre le réseau. Donc là, vous branchez, par exemple, vous mettez derrière un téléphone, vous branchez la prise du téléphone sur la prise RJ45 et ensuite l'USB vous branchez sur le téléphone ou vous trouvez un poste qui est libre. Vous y allez pendant la pause du midi, par exemple, vous trouvez un poste qui est libre ou qui n'est pas utilisé. Vous branchez son câble RJ45 là et ensuite vous branchez ça sur la prise USB sur le PC. Et du coup, vous obtenez donc là, après, du coup, il va créer une interface, il va créer une fausse interface via l'USB. Donc, le PC continuera de fonctionner, continuera d'avoir accès au réseau. Mais le LAN Turtle aura aussi accès au réseau. Il va créer un VPN vers nos infrastructures. Et du coup, ça va faire un VPN utilisable pour accéder au réseau interne. Et donc, ça nous permet d'avoir de la persistance. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, mais je vais accélérer très rapidement. Alors, hop. Tac. Si je la trouve. Voilà. Donc du coup là, on vous montre une vidéo en live d'utilisation du LAN Turtle. Donc là, on se connecte nous à notre serveur. On lance le service qui va permettre de réceptionner le VPN. Là, j'avance un peu vite hein, parce que la vidéo fait 10 minutes. J'ai jamais le temps de la voir. Donc là, voilà, le VPN est lancé.
Ensuite, on va quand même brancher après le LAN Turtle. Ah, l'environnement est lancé. On lance LAN Turtle et on va attendre que la connexion arrive. Donc là, vous imaginez, on est sur, on a fait une intrusion physique, on vient de rentrer, ça fait 5 minutes qu'on est rentré. On a trouvé un PC libre avec une prise réseau. Donc là, bien évidemment, il y a un complice qui récupère. Il y a un complice qui est de l'autre côté, qui a un accès au serveur de nos infrastructures et qui, du coup, qui visualise s'il y a bien une connexion. On se branche en USB, le LAN Turtle établit la connexion VPN, et là, on voit qu'il y a une connexion de l'externe et qui nous permet ensuite, du coup, d'utiliser le VPN pour en faire ce qu'on veut, donc pour aller accéder à l'infrastructure interne et l'attaquer. Voilà, là on voit la connexion du Turtle qui est ici. Et ensuite, on peut utiliser là par exemple SSH Shuttle pour faire notre tunnel. Hop, je lance un petit peu plus vite. Et là, on a un shell ici sur le LAN Turtle qui est donc notre complice pour le coup, un shell sur le LAN Turtle qui est lui dans le réseau interne. Donc là, si on avance un petit peu, hop. Après, on peut faire ce qu'on veut. On vérifie en appelant son collègue qu'on a bien accès, que tout se passe bien, qu'on est sur le bon réseau, et ensuite on peut partir. Donc au lieu de faire une intrusion, de se brancher quelque part, on reste 5-10 minutes, et en 5-10 minutes, c'est fini. Voilà pour la partie persistance. On peut imaginer donc là un autre moyen, c'est niveau soft. On est rentré par le phishing ou par l'intrusion physique, on a eu accès à une machine par exemple parce que la session était ouverte. Là, on va essayer de lancer des agents, lancer des petits agents de contrôle. Donc, ça va créer un lien entre les machines compromises, donc par exemple le PC sur lequel il y avait une session ouverte, et nos infrastructures. De la même manière, ça va créer une sorte de VPN, ça va ou soit appeler à un mécanisme de C2, donc command and control, qui va permettre de contrôler la machine à distance et ensuite de l'utiliser comme un pivot vers le réseau interne, celui qu'on cherche à viser. Une fois qu'on a accès à ce réseau interne, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire du lateral movement. Donc, lateral movement, c'est, vous avez accès à une machine, vous avez accès, je ne sais pas, mon réseau TOIP. Maintenant, le réseau TOIP en soi, ce n'est pas intéressant. Votre trophée, vous avez besoin d'accéder au serveur de backup, vous avez besoin d'accéder à l'interface de l'ESX qui permet de contrôler toutes les machines virtuelles avec le serveur. Donc, il faut aller plus loin. Il faut trouver plus de choses. Et puis, vous n'avez peut-être pas l'identifiant, vous avez juste un accès à une machine. Donc, il faut aller plus loin. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des outils qui vont attaquer. Bon, vous allez vous attaquer en priorité au système Microsoft. Si vous êtes Microsoft, après, il faut savoir s'adapter. Mais c'est grosso modo un test interne. Donc là, vous allez utiliser InPacket, SMBmap. Vous avez peut-être un compte, du coup, le compte de la machine que vous avez récupéré. Ce compte, vous allez essayer de le répliquer ailleurs et d'obtenir accès à de plus en plus de machines. Donc, ça peut être aussi des outils comme Responder. Responder, c'est des outils dont les pentesters sont particulièrement friands en interne. Ça va ouvrir un service et ça va en fait empoisonner les requêtes de broadcast Windows et ça va les empoisonner, les forcer à se connecter à vos serveurs et à récupérer des challenges NTLM. Et ces challenges NTLM, soit vous les cassez, soit vous les rejouez, soit vous faites du relay vers d'autres machines. Mais si vous récupérez par exemple un challenge d'un administrateur, vous avez grosso modo récupéré l'accès à l'administrateur. Voilà. Et donc, tout ça dans un but d'élever vos privilèges. Donc, ça va être élever vos privilèges à partir d'exploits. Vous allez trouver des failles sur des serveurs, d'autres machines. Donc là, l'exemple typique, c'est la trousse à outils qui a été gentiment donnée par la NSA. Alors, elle n'a pas été donnée, elle a été leakée par un groupe qui l'a obtenue par un moyen ou un autre. Mais du coup, c'est ce qui permet du coup d'exploiter des failles Windows. Entre autres, il y a plein de moyens qui permettent de rentrer sur un serveur, mais le but, c'est de trouver un point d'entrée sur un serveur où il y aura des utilisateurs connectés et ces utilisateurs connectés, on va essayer de les récupérer.
Ensuite, il va y avoir tout un tas de choses, hein, tout un tas d'étapes. Le but étant d'arriver dans les zones où on veut, dans les zones réseau ou avec les privilèges où on veut. Une fois qu'on a, on a tous ces privilèges, on va récupérer les informations, les mots de passe qui nous intéressent, des accès aux données, des accès à la, je sais pas moi, à l'ERP utilisé avec les droits qu'on veut, des accès aux fiches de paye, aux données des employés, à tous les trophées qui auront été définis. Et une fois qu'on a l'information, bah, l'information elle est toujours sur notre LAN Turtle ou elle est toujours sur le serveur sur lequel on l'a rapatrié, mais ça reste sur le réseau interne de là où on est. Donc là, cette donnée, il faut l'exfiltrer. Donc on peut l'exfiltrer soit, je sais pas, par mail, il y a plein de moyens, soit par notre vecteur qu'on a créé, par notre canal de communication, en faisant attention également parce que bah, il peut y avoir des mécanismes de détection qui vérifient qu'il n'y ait pas trop de trafic qui soit envoyé. Donc là, maintenant, avant de répondre aux questions, on va faire une petite démo. Alors, je vous avais parlé comment dire, du Crazy PA. Donc, le Crazy PA, il est ici. Donc c'est une machine qui permet du coup de capturer en fait toutes les connexions dans la zone. Alors ça fonctionne sur une zone de à peu près une centaine de mètres et ça va capturer toutes les souris sans fil qui sont connectées à la machine. Donc là, par exemple, je vais brancher le petit dongle qui est associé à cette souris. Donc, parce que je connais son identifiant, donc je le branche sur le PC qui il y a GoToWebinar. Voilà, en espérant que ça ne fasse pas, ça crée pas d'effet de bord sur la présentation. Et ensuite, moi, depuis mon PC, là, je vais lancer. Donc là, je vérifie que la souris fonctionne. Et là, sur mon PC, je vais lancer. Alors, ça s'appelle Jackit. Et qu'est-ce que je vais lancer? Et donc, Jackit, on lui donne en argument. Alors, je vais vous montrer sur ma machine. Tac. Voilà. Donc là, on voit Jackit. Voilà, c'est un petit peu flou. Le problème, c'est qu'on ne peut pas projeter sur deux PC en même temps. Donc voilà, on voit qu'on a on a notre script. Donc là, je le lance. Donc ça va normalement lancer, si ça fonctionne, un navigateur qui va naviguer sur. Alors, je passe. Tac. Ça va scanner déjà tous les dongles Logitech aux alentours. Là, normalement, donc là, je vais utiliser la souris. Hein. Hop. En espérant que ça le trouve. Là, c'est en train de scanner. Vous pouvez voir mon collègue Frixos en face. Voilà, il l'a trouvé. Donc là, il l'a trouvé. J'arrête le scan. Il l'a trouvé, donc c'est le deuxième. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais le sélectionner. Je peux mettre tous ceux-ci, hein, donc je pourrais, tous ceux que j'ai scannés, si on le laisse tourner pendant 5 minutes, il va en trouver peut-être 5 ou 6. Je le lance. Et là, en fait, alors, bah voilà. Si vous voyez sur le GoToWebinar, là, moi, j'ai juste lancé l'attaque et ça allait naviguer sur SSL24. Et donc, si on regarde le script, en fait, on va voir que, alors, je vais remettre là, sans tout casser. Voilà, ça a l'air de bon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on lui passe en argument un script Ducky. Ducky, c'est Robert Ducky. Alors, j'avais une autre démo, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de la faire, mais c'est le même principe. Hein. Le principe, c'est que c'est ça, Robert Ducky. Alors, on peut lui mettre une petite housse pour que ça passe discrètement, mais en gros, c'est un device USB. Là, il fait tomber, c'est pas très grave. C'est un device USB que vous branchez sur une machine, par exemple une machine qui a une session ouverte, et ça va lancer une suite de touches. Ça va lancer Windows R, ça va lancer peut-être une invite de commande et un PowerShell qui permet de récupérer, un accès à la machine. Donc voilà, ça peut être un moyen. Donc là, mettons que vous allez en créer, vous allez en générer une dizaine et vous allez vous balader dans le locaux et à chaque fois que vous voyez une machine, paf, vous mettez votre Robert Ducky. En l'espace de, je pense qu'en 1 minute, ça fonctionne. Et du coup, après, vous avez
vous récupérez une invite de commande de l'autre côté sur votre machine, donc sur votre infrastructure. Voilà. Donc, ce type d'attaque, hein, c'est des exemples. Il y en a plein. Si vous souhaitez en voir d'autres, on va refaire cette présentation avec d'autres moyens. Notamment, on pourra montrer le robot de key au FIC à Lille. Donc, on vous invite bien sûr à venir. Donc là, on peut passer aux questions. Tac. Alors, hop, voilà. Questions. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Donc, quels sont les trouvailles, quels sont les résultats communs de vos exercices Red Team? Alors, du coup, c'est des exercices qu'on pratique assez souvent, de plus en plus, parce que voilà, on trouve de plus en plus de clients qui sont matures en termes de sécurité, qui ont déjà fait pas mal de tests d'intrusion. Alors, c'est pas conseillé de faire un Red Team pour la première fois lorsqu'on n'a jamais fait de test d'intrusion. C'est quelque chose qui se fait après au minimum 3 ou 4 ans d'itération, voilà, où on a fait déjà un peu le tour. Ils ont envie de tester vraiment. Ils ont peut-être souscrit un SOC, ils ont peut-être mis en place de la détection. Ils ont envie de tester tout ça. Ils ont envie de voir comment ça fonctionne. Et donc, en fonction du niveau de maturité, on va avoir des résultats différents. Mais c'est du coup je cherche le terme, mais oui, dans tous les cas, on arrive souvent à obtenir les trophées qu'on nous demande. Alors, c'est avec plus ou moins de moyens. Dans certains cas, on va rentrer comme dans du beurre et je donne un exemple, mais à plusieurs, en 24 heures, c'est terminé. Pour d'autres cas, il va falloir faire plusieurs sessions, plusieurs tentatives. C'est des choses c'est des red teams, c'est aussi des trucs qui peuvent se faire, des prestations qui peuvent se faire sur plusieurs mois. On ne va pas travailler complètement pendant un mois sur le sujet, mais on va faire 3 jours par-ci, 3 jours par-là, parce qu'on va faire les phases petit à petit, sans éveiller les soupçons, sans éveiller la curiosité des cibles qu'on cherche. Alors, je vais répondre à une autre question. Je ne sais pas si on a le temps, ça fait 30 minutes. Alors, quelle est la méthode dans Red Team qui fonctionne le mieux? Donc là, je vais vous dire, la méthode qui fonctionne le mieux, c'est l'intrusion physique. L'intrusion physique, ça marche à tous les coups. Alors, il y a un risque, hein, parce que si on se fait découvrir, voilà, après, on a grillé cette cartouche. Mais par contre, une fois qu'on est rentré sur le réseau interne, c'est très rare. Je ne pense pas avoir déjà vu de cas où on n'est pas réussi à obtenir les privilèges maximum ou quasi maximum dans tous les cas qui nous permettent d'obtenir les privilèges. Par contre, ce qui n'est pas rare, c'est d'être bloqué sur l'externe, c'est-à-dire sans faire l'intrusion physique. Ça nous est déjà arrivé d'être bloqué assez rapidement, peut-être parce qu'il n'y a pas d'exposition externe, peut-être parce que c'est très bien fait et que voilà, toutes les portes externes sont fermées, peut-être parce qu'on n'a pas aussi passé assez de temps. C'est aussi quelque chose de très pragmatique. Hein. Vaut mieux passer, je sais pas moi, 10 jours sur le périmètre externe et se dire, bon là, on abandonne là et on passe à autre chose, plutôt que d'en passer 30 ou 40, et s'acharner jusqu'à réussir, parce que finalement, le retour sur investissement, pour un attaquant et pour nous aussi, il sera moins fort. Voilà, c'est aussi un peu ce côté pragmatique du Red Team qui est intéressant. Est-ce que... Ah, je vois une petite question encore. Alors, on parle aussi de Blue Team, du coup, Red Team versus Blue Team. Et après, je pourrais même rajouter Purple Team, parce que rouge et bleu, ça fait violet. Mais en gros, le Red Team, c'est un exercice. Alors, ça peut être un exercice interne ou ça peut être externe par des prestations. Mais la Red Team, c'est souvent l'équipe offensive. La Blue Team, c'est l'équipe défensive. Donc, c'est celle qui va généralement être dans le SOC. C'est celle qui va mettre en place les patterns de détection, qui va regarder les logs, qui va regarder les journaux, qui va sécuriser, qui va aider à sécuriser. Et donc, dans des organismes matures, ils ont en général une Blue Team, soit qu'ils ont mis en prestation, soit qu'ils ont interne. Donc, ils peuvent aussi avoir une Red Team en prestation ou interne. Et généralement, c'est toujours un petit peu le combat entre l'équipe rouge qui attaque et l'équipe bleue qui défonce. Donc, qui défend. Et donc ça vient des militaires hein, qui pratiquent ce type d'exercice, mais c'est resté dans le jargon sécurité. Et là, c'est un tout autre volet. Alors, pour le coup, on fait un peu de Blue Team aussi. Hein, de toute manière, c'est des choses qui sont d'actualité quand on prépare un SOC ou quand on fait de la réponse à incident. Donc, on est amené à travailler avec la Blue Team. Et dans tous les cas, ce qui fonctionne et ce qui
pour moi, ce qui va être beaucoup plus populaire dans les années à venir, c'est cette notion de purple team qui vise à en fait mixer les deux. Donc, vous avez des personnes de la red team qui vont faire leur attaque, qui vont peut-être réussir, et qui vont ensuite voir la blue team en disant, bah, voilà, on a fait ça, 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 qu'est-ce que vous avez détecté? On est passé par là, 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 qu'est-ce que vous avez sécurisé? Et la blue team va du coup monter son niveau, elle va rajouter des patterns de détection, elle va bloquer telle ou telle attaque, et ensuite on recommence, la red team repart en mission, refait quelque chose, et la blue team les détecte ou les détecte pas, donc le red team est obligé d'augmenter son niveau, et le blue team. Et au final, en faisant ça, on arrive à élever le niveau de sécurité. Et voilà, l'idée de Red Team, et donc ça peut être même une personne qui fasse un peu les deux. De toute façon, il faut une personne qui fasse la communication entre les équipes, mais elles ne sont pas forcément complètement séparées, complètement cloisonnées. L'idée, c'est de faire un peu les deux. Et voilà, de toute façon, si on fait que de l'offensif, la sécurité, c'est pas que de l'offensif, c'est tout un tas de choses, tout un tas de métiers, c'est de la gouvernance, c'est plein de choses, et c'est la défense avant tout. Et donc voilà, la red team toute seule, elle ne sert à rien. Ce qu'il faut derrière, c'est la communication des résultats et bah, voilà, faire travailler la blue team en face s'il y en a une ou les équipes sécurité. Voilà. Ah, j'ai encore une petite question. Alors, on parle de Windows ici. Est-ce que Linux ou Mac sont concernés? Alors, on parle de Windows parce que c'est ce qui est utilisé dans la majorité, chez la majorité de nos clients. Bien évidemment, alors il y aura soit des exceptions qui utiliseront Linux ou Mac et donc qui ne seront pas attaqués pour le coup pour le phishing. Soit on va s'attaquer à des environnements où il y a une majorité de Mac. Donc, je ne sais pas, ça peut être par exemple une société qui fait du marketing, ils auront une majorité de Mac. Bon, bah là, du coup, la partie phishing, elle va être changée, elle va plutôt viser des utilisateurs de Mac, et après, bah, on utilisera toujours, dans tous les cas, les moyens du bord. Donc, voilà, là, j'ai évoqué les techniques d'attaque pour Windows, mais il y a l'équivalent sous Mac. Alors, il n'y aura pas cette notion d'Active Directory, de centralisation, mais il y a l'équivalent sous Mac. Et dans tous les cas, quand on va s'attaquer au serveur, on va exploiter des failles. Donc, les serveurs sont souvent pas des serveurs sous Mac, ce sont souvent des serveurs sous Linux ou sous Windows. Dans tous les cas, les techniques seront différentes, mais le résultat sera le même. C'est d'obtenir un accès et ensuite d'utiliser cet accès pour trouver des choses et ces choses pour se déplacer sur d'autres serveurs. Donc, que ce soit sous Linux, Windows pour les serveurs ou Mac pour les workstations. L'approche sera juste différente, mais le résultat sera le même. Alors, le coût d'un tel test avec intrusion physique. Alors, on ne va pas forcément faire varier. Alors, ça, c'est un petit peu du commercial. Ça va varier entre les cas, mais en général, on va plutôt essayer de trouver en fait déjà de faire une cotation par rapport au prix, par rapport au trophée. Prix trophée, non, par rapport au trophée, donc savoir qu'est-ce qu'on nous demande d'obtenir. Si on nous demande, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller faire un red team chez un organisme qui gère des cartes bleues, l'équivalent de Visa, par exemple, et de mettre une backdoor sur quelque chose, un scénario un petit peu improbable, très compliqué, ce ne sera pas la même chose que de rentrer, je ne sais pas, dans le data center d'une société beaucoup plus petite, d'une PME par exemple. Ce ne sera pas la même approche et en fonction de cette approche, on va faire varier la chose, mais sachant qu'un red team, c'est un bon minimum de 15 jours de travail. Voilà. C'est difficile de faire quelque chose de complet sans avoir un minimum de 15 jours de travail. Donc ça peut être une personne sur 15 jours comme 2 ou 3 personnes sur des durées plus faibles. Mais c'est vraiment le minimum du minimum. Après, plus on parle d'organisations qui sont importantes en taille, qui vont avoir plusieurs sites, qui vont être multinationales, c'est sûr que ça fait sens d'augmenter cette durée. Ben voilà, je pense qu'on a passé pas mal de temps sur ce webinaire. Il y a eu beaucoup de questions. Donc, merci à vous pour votre participation. Merci à vous pour votre écoute et pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain webinaire qui traitera d'un autre sujet, pas de Red Team, mais je vous laisse la surprise. Bonne journée.